Bon, mais tous, merci de vous être connectés à ce Diplolab. Le sujet, Covid, la finance nous indique une porte de sortie verte. Ce soir, nous allons discuter donc, de l'équation entre économie et écologie au lendemain de la crise sanitaire et économique et de l'impact de la finance verte sur ces sujets-là et sur ces enjeux. Dans un premier temps, je vais demander à tous les participants d'éteindre leur micro afin de ne pas avoir de perturbations sonores. Il y aura un temps de questions-réponses en seconde partie du débat, soit sous forme de chat, soit en demandant la réponse en temps voulu. Je me permets dans un premier temps de me présenter. Je suis Estelle Touriol, junior fellow à l'Institut Open Diplomacy. Je suis diplômée de Toulouse School of Economics en économie et future étudiante en droit et sciences politiques à l'Université du Capitole. J'ai l'immense plaisir d'animer cette discussion avec 4 intervenants. Monsieur Holroyd, député chargé d'une mission auprès du Premier ministre sur la finance verte. Madame Roux, directrice générale de la finance pour Tomorrow. Monsieur Mulder, chef financement climatique du programme des Nations Unies sur l'environnement, et Monsieur Rambaud, maître de conférence AgroParisTech, chercheur au CIRED et chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine. Je vous rappelle que ce débat est enregistré, mais sera diffusé seulement si les intervenants sont d'accord. Donc, je vais vous demander de conserver la confidentialité de ce débat tant que nos intervenants l'ont demandé. Pour information, M. Holroyd va nous quitter aux alentours de 19h. Il ne pourra donc pas participer à regret aux questions-réponses du public. Monsieur, nous vous laisserons donc faire une petite conclusion si vous le souhaitez avant votre départ du Diplolab. C'est très bien. Donc, je vais pouvoir commencer en introduisant le sujet. Donc, comme vous le savez, la crise du coronavirus avec le confinement a complexifié l'équation entre économie et écologie. Les défis actuels sont de relancer l'économie tout en accélérant la transition écologique. Et c'est dans ce contexte qu'il pourrait être intéressant de se demander si la finance peut être un levier d'action afin de répondre à ce double objectif post-Covid. Donc, pour remettre dans le contexte, le premier produit financier labellisé vert a été lancé en 2001 à San Francisco sous la forme d'obligations, qui était notamment pour financer l'électricité solaire. En 2007, la Banque européenne d'investissement a lancé son Green Bond. Et en 2014, c'est au tour de l'Agence française du développement d'émettre sa première émission d'obligations vertes. Finalement, le Fonds vert pour le climat, qui a été lancé en 2009 à Copenhague, vise à financer les projets respectueux de l'environnement dans les pays pauvres notamment. Et nous voyons donc que la finance verte s'inscrit dans le cadre de l'investissement socialement responsable. Et c'est donc avec ce sujet, Covid, la finance nous indique une porte de sortie verte, que nous allons débattre sur le rôle de la finance verte à la sortie du Covid-19. Dans un premier temps, je vais vous poser la question qui sera notre premier thème de ce Diplolab. Je laisserai en premier la parole à Monsieur Holroyd, si vous le souhaitez. Et après, les autres, vous pourrez bien sûr débattre sur ce qu'il a dit, commenter, améliorer. Je pourrai également vous laisser la parole le temps que vous le souhaitez, si vous le voulez. Donc, notre première question serait, est-ce que les obligations vertes, les prêts, les actions, ainsi que les secteurs durables comme l'agriculture, forestière, etc., sont de réels outils à la transition énergétique ou sont seulement créés pour donner l'impression d'une finance verte? Monsieur Leroy, je vous laisse la parole. Bon, d'abord, merci beaucoup d'organiser ce débat parce que c'est le genre de sujet qui n'est pas le sujet dont on parle le plus en ce moment et du coup, c'est particulièrement important, à mon avis, qui reste dans le débat public parce que moi, il y a une chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que le confinement, la crise qu'on traverse complexifie l'équation écologie-économie. Moi, je ne suis pas convaincu que ça complexifie l'équation économie-écologie. Je pense qu'au contraire, c'est une opportunité justement d'accélérer certaines transitions qui, dans un cadre normal, auraient pu être plus lents. Je pense que ça ajoute une dimension différente. Mais quand on dit que l'économie et l'écologie, ou ce que je pense sincèrement que l'écologie est d'une certaine mesure le futur de l'économie ou notre économie future, elle doit l'être, crise du Covid ou pas crise du Covid au fond. Les événements qui peuvent perturber la vie politique, qu'ils soient graves ou mineurs, doivent nous conduire plutôt à accélérer cette transition plutôt qu'à la ralentir. Et d'ailleurs, il y a quelques études maintenant qui tournent sur les actifs qui sont entre guillemets plus responsables, les actifs qui sont entre guillemets qui prennent plus en considération des
considérations écologiques, sociales, responsables, etc., qui suggèrent que ces actifs ont résisté un petit peu mieux à la crise que d'autres actifs. Alors, c'est le tout début, c'est les premières études, etc., mais ça laisse à suggérer qu'il y a une certaine tendance de marché qui confirme cette intuition. Sur la question que vous posez, qui est assez précise, est-ce que les obligations vertes sont des réels outils du financement de la transition écologique? Moi, je pense qu'il y a deux façons d'y répondre. Je pense qu'elles le sont, mais pas dans le sens que la majorité des gens s'imaginent. C'est-à-dire que je ne pense pas que c'est l'action de financer à travers une dette brandée verte qui, au fond, finance une activité qui n'aurait pas été financée autrement. Quand la France émet de la dette qui est verte, la France pourrait financer les mêmes projets avec de la dette qui ne serait pas verte. Donc, je ne pense pas que c'est à travers ce conduit-là qu'elles ont un rôle positif sur le développement de la finance verte, mais c'est, à contrario, à travers la création de classes d'actifs qui sont verts par eux-mêmes et de ce qu'on peut faire après, derrière, avec ces classes d'actifs. On va parler plus loin de l'épargne, on va parler plus loin des fonds d'investissement, mais je pense que dans notre société qui s'engage, il va y avoir une demande croissante pour des actifs qui sont plus identifiés à un objectif social ou un objectif qui est non totalement, en tout cas qui n'est pas entièrement considéré autour du risque et du retour sur investissement. Et du coup, notre capacité à qualifier de façon crédible à quoi servent, en termes de valeur ajoutée sociale ou environnementale, des obligations ou d'ailleurs d'autres outils financiers a une valeur intrinsèque en soi, mais une valeur qui est croissante, qui va croissante au fur et à mesure que la profondeur de ces actifs, c'est-à-dire que le nombre de ces actifs, que le total de ces actifs augmente. Donc, je pense sincèrement que ça va être des outils très, très utiles, que les outils qu'on utilise pour essayer de déterminer ces actifs verts doivent s'améliorer et vont être à l'avenir très utiles, mais ce n'est pas à travers l'espèce de lien linéaire qui existe avec l'actif sous-jacent qu'en fait, il y a un véritable aspect sur la transition écologique. Non, je pense que la majorité des acteurs qui émettent des obligations vertes sont capables d'émettre des obligations normales pour financer ces mêmes activités. Donc, si c'est au sens, est-ce qu'elles financent quelque chose de tout nouveau aujourd'hui? Non, je ne pense pas que c'est là où la valeur ajoutée de ces outils se trouve. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Mulder, vous auriez peut-être quelque chose à rajouter sur le sujet? Oui, merci bien, Estelle. Bonjour à tous et je remercie l'Institut Open Diplomatie pour l'invitation. Je ferai ma intervention anglais parce que c'est une langue que c'est vraiment plus facile pour moi à comprendre, mais vous pouvez poser votre question soit en anglais, soit en français. I mostly agree with what Mr. Holroyd indicated. I do think it is an opportunity to use green finance as a way out of the COVID-19 pandemic. What is important to realize, from my perspective, is for everyone who is on this call, is that we are first of all not on track to meet the objectives under the Paris Climate Agreement. UNEP has estimated that we need to globally reduce emissions by 7.6% year on year for the next 10 years. And even with the recent drop in emissions, we will probably not meet the target this year of a 7% reduction. If governments are not choosing to use green fiscal stimulus to get out of the COVID-19 crisis, and recognizing that governments will be even more in debt than they were before, with private sector finance also being squeezed, there will be less fiscal leeway to try and turn this around following the COVID-19 pandemic. The other issue that we should also realize is that following the 2007-2008 financial crisis, there was an initial drop in emissions of 1.4%. But it was precisely because governments failed to basically green or develop green economic packages that emissions rose 3 times higher in 2010 following basically the departure of the sovereign debt crisis. So I think France is providing an example to the world. It is one of the very few countries who is really looking at greening the economic stimulus packages, but many other countries, I think, have
a long road ahead in trying to make that happen. And I do hope that the French government is able to work with other countries across the European Union, as well as with major developing countries, to try and ensure that certain measures that the French government is putting forward, that other countries are basically adopting these. And I think there's a large opportunity for the French government to show leadership. Et justement, si je pourrais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que vous pourriez nous donner des pistes sur lesquelles le gouvernement pourrait montrer son leadership en matière écologique? Qu'est-ce qui pourrait être attendu de leur part? Pour moi ou pour M. Mulder? Si M. Mulder veut continuer, et après, si vous souhaitez reprendre la parole, ou Madame Roux, M. Rambaud, sans aucun problème. Bon, peut-être c'est mieux pour M. Roy de répondre à ma intervention, et puis je peux prendre. Ben, écoutez, je pense que il y a énormément de pistes, parce que l'action, je pense que chacun, en fonction de son rôle, a tendance à se focaliser sur l'action du gouvernement dans une partie particulière. Mais le gouvernement français, en tant qu'État, peut agir sur beaucoup d'éléments. Il peut agir à la fois sur la COP26 qui va se tenir à Glasgow au niveau international et d'essayer d'avancer de plus dans ce périmètre-là. Il peut agir de façon très forte à la fois dans la négociation européenne, parce que c'est ce que M. Mulder disait, et je suis très d'accord avec lui, c'est qu'il existe des visions différentes, pour le dire de façon, de faire un euphémisme, de ce que ce paquet devrait être en termes écologiques à niveau européen. Donc là où le gouvernement français peut mettre beaucoup de poids, c'est à niveau européen, pour essayer de ramener le plus possible le paquet de relance et la négociation du budget pluriannuel européen qui est en cours vers le financement de l'économie verte et de l'économie de transition. Je pense que c'est très important. Moi, je suis très attaché à l'idée de financer le vert, mais aussi de financer la transition de notre économie aujourd'hui, de ce qui est l'immense partie de notre économie aujourd'hui et le gros des émissions. Donc, il y a ce niveau européen, ce niveau international, et puis évidemment, il y a le niveau national. Et là, ça se décline, si vous voulez, à mon sens, ça doit se décliner dans tout le plan de relance, quels que soient les secteurs concernés. Donc, on a vu les incitations qui ont été mises en avant, que ce soit pour l'industrie aéronautique, que ce soit pour l'industrie automobile, mais se déclinera ensuite, à mon avis, il va y avoir une nécessité impérative de faire des gestes très forts pour relancer le bâtiment en France. Et je pense que la rénovation thermique, c'est quelque chose dont on parle depuis près de 10 ans, mais que maintenant qu'on ne réussit pas à faire, en tout cas pas à l'échelle nécessaire pour véritablement avoir un impact considérable. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Et puis après, ainsi de suite, dans tous les secteurs qui vont être touchés. Donc, chaque secteur a un effort considérable à faire de baisse d'émissions de carbone, et il faut le faire dans un cadre qui préserve la compétitivité européenne. Et cette préservation de la compétitivité européenne, elle se fera à la fois par l'industrie compétitive, par la compétitivité européenne propre, et à la fois par une garantie qui est la garantie d'une concurrence libre à conditions égales, ce qui est aussi le but de ce que le gouvernement porte en termes de ressources propres européennes, par exemple de mettre aux frontières de l'Europe une taxe carbone sur des produits qui seraient éventuellement produits autre part, sans ces contraintes écologiques que nous, on impose. Donc, elle se décline partout. Et je pense que dans ce cadre-là, la finance, au sens général, peut avoir un rôle primordial, un rôle très important, qui, au fur et à mesure où ce domaine prend de l'ampleur, réorientera les actifs vers des activités qui sont plus susceptibles d'être vertes ou de transition sur le temps long. Et je pense qu'on voit cette tendance à tous les niveaux. On le voit à travers, dans tous les sondages qu'on a, plus ou moins une conscience croissante des épargnants, toujours naissante, hein, mais croissante des épargnants, que leur épargne est utilisée pour financer certaines choses et qu'ils préféraient financer une chose plutôt que d'autres. On le voit parce que, objectivement, les assureurs à très long terme ou les asset owners à très long terme ont de plus en plus la volonté d'aligner leur portfolio sur ce que tout le monde pense va être la tendance de l'économie des 40 prochaines années, et que ça se décline ensuite dans tous les acteurs plus court-termistes de la finance. Donc, je pense qu'on a véritablement un moment où on peut encourager ça, mais il faut être très clair que même si la finance verte et la finance sociale est là depuis quelques années maintenant, même depuis plus d'une dizaine d'années, elle est encore embryonnaire, et on est encore à un stade où les outils nécessaires ne sont pas forcément développés, et où la cohérence et la reconnaissance de ces outils comme des outils
qui sont établis, comparables, etc., n'est pas là. Donc, on est dans un stade de normalisation qui est très important, où il y a beaucoup d'enjeux, mais qui est une partie intégrante du développement de cette nouvelle finance que j'appelle de mes voeux. Si je peux me permettre de rebondir sur votre intervention, Madame Roux, qu'est-ce que vous penseriez justement, quels pourraient être les moyens qui seraient mis en place pour rendre plus attractifs en fait, ces obligations vertes, cette finance verte auprès de l'ensemble des citoyens? Je crois qu'il y a plusieurs points et je rejoins d'ailleurs ce que disait à l'instant le député Holroyd. C'est à la fois, alors bien entendu, on parle beaucoup d'obligations vertes parce que en plus en France aussi, on a quand même et on est encore vraiment leader sur ce marché. Parmi les plus grosses obligations, c'est des entreprises françaises qui sont encore pionnières et qui détiennent les records de volume émis. Donc on parle beaucoup de ces obligations vertes qui sont un outil de financement. Le meilleur gage de cet argent qui est correctement fléché et d'éviter le greenwashing et de ne pas juste avoir une obligation qui est juste repeinte en verte, c'est le volume, ça a été dit, et c'est le volume. Plus il y aura de volume et plus ce sera aussi un gage de fléchage aussi et du coup de garantie également des outils qui sont utilisés, mais surtout aussi derrière le volume, parce que le volume ne fait pas tout. Il y a aussi la question de la définition de tout ça. Au niveau international, il y a les Green Bond Principles, il y a aussi la Climate Bond Initiative qui ont défini des standards, qui ont mis qui permettent d'avoir aussi des labels. Donc ça, déjà, c'est un premier gage d'avoir voilà, des standards et des standards aussi partagés, parce qu'encore une fois, une des questions qu'on peut avoir, et ça a été rappelé aussi en termes d'attractivité, de langage aussi commun, c'est que si nous, on développe des standards ou des labels, comme ça peut être le cas sur d'autres outils, mais qui restent uniquement franco-français, ben, on voit aussi que très vite, en termes de compétition internationale, de crédibilité, de développement de ces outils, il y a une limitation à ça. Donc, le premier point aussi, c'est la définition, les standards. Et donc, ça m'amène à une autre question qui est liée aussi à ça, c'est la question de la définition. Et actuellement, au niveau européen, on a un travail important qui est mené et qui vient d'être publié, qui concerne la taxonomie. Et c'est justement la définition des actifs verts. Et là, c'est essentiel que ça ait lieu au niveau européen, puisque cette définition, elle est commune et elle nous permet d'avoir un langage commun. Et là, quand on est à l'échelle du marché européen, sur les enjeux internationaux, l'Europe qui décide de définir un langage commun et de parler des outils avec ce langage commun, ça donne forcément plus de poids et ça permet aussi de donner à la fois des gages aux investisseurs, puisque les investisseurs qui décident de financer ces obligations vertes peuvent se référer aussi à un cadre de définition commune. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est ce qui peut permettre, bien entendu, d'augmenter les outils parce que cette définition donne aussi de la confiance dans ces outils dans le marché. Mais ceci dit, je dirais quand même, et nous, on le voit dans notre perspective vraiment d'acteurs financiers, les obligations vertes, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'une des clés pour dépasser tout ça, c'est à la fois d'être innovant, comme dans tout. L'innovation, c'est aussi pour la finance verte. Et donc, il faut à la fois penser à des outils de financement de la transition qui peuvent être autres qu'à travers les obligations. Derrière tout ça aussi, dans cette innovation, il y a une chose essentielle, c'est les partenariats publics-privés. Ce qu'on appelle un peu, désolé pour l'acronyme, mais la blended finance. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait un mix et comment on utilise un peu mieux l'argent public pour faire effet de levier sur l'argent privé. Et donc ça, c'est en réalité un des enjeux essentiels. Et puis surtout, au-delà de flécher, même si c'est indispensable de pouvoir à nouveau flécher des outils comme les obligations vertes sur la transition. Et puis là, il n'y a pas que les obligations vertes, j'allais dire la transition écologique, mais ça a été dit, les enjeux sociaux sont importants et il y a même des social bonds qui se développent. On a même vu pendant la crise des Covid bonds. Nous, au niveau de la place de Paris, on réfléchit aussi à des obligations de transition juste. Donc, on peut flécher aussi ces obligations sur tout un tas de thématiques précises. Mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir justement rediriger les capitaux. Et c'est bien ça l'enjeu, si on veut parler de cette question de niche, parce que la finance durable se développe et s'est beaucoup développée ces dernières années. Et la France a été vraiment très moteur sur ces questions-là. Mais on est encore quand même dans un segment de niche, malheureusement. Et vraiment, l'enjeu de la finance verte, c'est qu'on arrête de parler de finance verte. C'est-à-dire que nous, et c'est un peu le message qu'on porte,
on veut que la finance verte, ce soit la finance de demain et la finance durable de manière globale d'ailleurs, parce que ce n'est pas que la question écologique. On voit bien qu'il y a la dimension sociale qui est très importante et qui le sera encore plus dans les années à venir. Donc vraiment, cet enjeu-là, c'est trouver des nouveaux outils, être innovant, travailler de concert à la fois du côté des acteurs privés, mais aussi du côté des acteurs publics, pour vraiment rediriger massivement cet argent. Et puis après, on pourra y revenir, bien entendu, ça a été aussi évoqué par Monsieur Elrod, mais il y a la question des épargnants et de l'épargne des citoyens, où là aussi on a un levier important pour financer les questions de transition. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Et du coup, pour revenir à ça, est-ce que la loi Pacte ne pourrait pas aider, en fait, enfin, en obligeant les banques à mettre en place dans les assurances vie des obligations vertes, est-ce que ça n'aiderait pas justement cette transition vers une finance verte, ou au contraire, est-ce que forcer, c'est jamais bien? Non, écoutez, nous, on a été plutôt assez proactif aussi sur ce qui a été annoncé dans la loi Pacte, parce que je crois que justement là, vous mettez le point en fait sur une des spécificités et une des forces Oui. qu'on a en France, c'est vraiment la co-construction publique-privée. C'est-à-dire que là, forcer, justement, c'est intéressant de voir que c'est pas comme ça que la loi, oui, bien entendu que la loi, elle force les acteurs, mais en réalité, la loi Pacte, elle va permettre d'imposer et en gros d'accélérer un mouvement qui était déjà enclenché. Et donc, en réalité, oui, bien sûr que c'est un des leviers parce que ça va permettre de mieux flécher l'assurance vie et l'épargne des citoyens sur les questions de finances durables, de mieux utiliser des outils qui existent déjà, que sont les labels, le label Greenfin, le label ISR, qui sont des outils qui existent mais qui doivent être beaucoup plus développés. Et la loi peut aussi avoir ses effets vertueux, non pas que nous, côté secteur privé, on prône pour plus de régulation, mais on voit quand même actuellement qu'en France, au niveau international, la régulation, vous parlez de la loi Pacte, mais par exemple pour les acteurs financiers, une des lois récentes qui est passée et qui a été vraiment pionnière en France et qui maintenant est en train d'être développée au niveau européen, c'est l'article 173 de l'article de transition énergétique qui oblige les investisseurs à reporter sur l'empreinte carbone de leur portefeuille. Et ça, c'est typiquement un exemple de co-construction publique-privée extrêmement vertueuse qui, pour une fois, et c'est assez rare pour une loi pour être soulignée, donne aussi un avantage compétitif aux acteurs de la place de Paris. Et cet avantage, on est en train aussi de faire en sorte que cette loi française puisse être aussi maintenant une norme européenne. Et ça, en réalité, on voit que, bien entendu, la loi, quand elle n'est pas juste une accumulation de contraintes et d'empilements de reporting supplémentaires, parce que c'est ça le danger pour l'attractivité des entreprises et du secteur financier, mais quand elle est construite de manière intelligente et en dialogue avec les acteurs privés, on voit qu'au contraire, ça peut permettre de trouver des solutions et du coup de développer beaucoup plus facilement le… Très bien, merci beaucoup. Euh, Monsieur Rambaud, d'après vous, comment faudrait-il faire pour aller plus loin en matière de verdissement de la finance? Alors, Justement pour revenir sur les propos de Madame Roux à ce sujet. oui, oui, complètement. Et alors, parce que justement, il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées, c'est que la, la question du fléchage vraiment des investissements et donc aller au-delà d'un certain nombre de produits tels que les obligations vertes, la question du fléchage et vraiment aussi du suivi après comptable hein, est un point qui me semble vraiment essentiel. C'est-à-dire que si on veut mettre en place un système hein, qui, au final, on puisse vraiment aligner de l'allocation de capital hein, sur un suivi d'objectifs, hein, par exemple une trajectoire de degrés, c'est-à-dire avoir une vraie possibilité d'évaluer si des portefeuilles sont réellement alignés sur une trajectoire de degrés et ne sont pas juste dans des efforts, parce que c'est ça aussi il y a une confusion souvent entre des portefeuilles qui vont raisonner sur des efforts, par exemple l'affaire, ou sur des risques qui sont des risques sur les modèles d'affaires, c'est-à-dire comment le changement climatique impacte en fait de façon positive ou négative, parce qu'il peut y avoir des impacts positifs, hein, il y a des dégels de terre, il y a l'investissement dans les puits de carbone, donc il y a des effets positifs du changement climatique, entre guillemets malheureusement. Donc voilà, différencier et il y a une confusion hein, vraiment à l'heure actuelle dans la vision il y a des portefeuilles qui sont structurés sur le risque et les gains sur les modèles d'affaires des entreprises versus une vision qu'on appelle intérieur-extérieur, c'est-à-dire les impacts de l'économie des activités sur, par exemple, le climat.
Et donc pour avoir une vraie structuration, une allocation de capital vers des activités dont on sait qu'elles sont alignées sur des objectifs qui sont clairs et déterminés de façon scientifique et collective, donc par exemple une trajectoire de degré, là-dessus, il faut que derrière, on ait la possibilité d'avoir des outils comptables qui soient capables de structurer les comptes, de suivre précisément ce qui est fait et qui soient rattachés donc à ces objectifs environnementaux. Le problème, c'est notamment pour mettre en place, par exemple, la taxonomie verte, qui est vraiment une avancée très, très intéressante. Sans avoir derrière les outils comptables pour suivre, c'est beaucoup plus compliqué. Il va y avoir vraiment un point là à suivre. Et notamment, vous parliez de la loi Pacte. En préambule à la loi Pacte, il y a eu le rapport dit Nota Senar qui émettait 13 recommandations et une recommandation justement sur les normes comptables, l'évolution des normes comptables pour prendre en compte les enjeux socio-environnementaux, pour permettre justement d'avoir ce genre de suivi, notamment que les entreprises permettent de montrer en fait quand elles ont des actions en faveur du climat, qu'il y ait des budgets qui soient associés à ça et qu'on puisse savoir exactement comment ça a été passé, si ça a été vraiment intégré ou pas. Et c'est donc une recommandation qui n'a pas été suivie dans la loi Pacte, mais qui a ouvert par contre un débat. L'autorité norme comptable s'en est saisie. Enfin, il y a eu un rapport l'année dernière sur ces enjeux-là. Et en tout cas, voilà, il y a vraiment une nécessité d'avoir à la fois un suivi comptable et une connexion entre l'extra-financier et le financier sur la base des coûts nécessaires et de la réalité des coûts derrière les projets d'investissement. Et on parlait sur la question des obligations, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'obligation c'est absolument pas une fin en soi et que, en fait, je suis pas, vraiment pas sûr que ce soit le moyen direct pour y parvenir, d'autant plus que, par exemple, il y a un début de pavé dans la mare qui a été jeté l'année dernière par un très bon papier d'Ivar Eklund et Julien Lufournier, Ivar Eklund qui est ancien président de Dauphine, qui en fait montrait qu'une obligation verte qui a le même rendement qu'une obligation, ce qui est le cas à l'heure actuelle, c'est les prix sont à peu près comparables. Il y a un peu anguille sous roche, et que derrière, quand on regarde concrètement le fléchage de l'argent et ce qui est financé, ce n'est pas des projets qui sont réellement verts. Donc on trouve justement un vrai problème de fond qui est que si on veut vraiment avancer, il faut qu'on ait, encore une fois, ces outils de fléchage et qu'on soit sur une réalité. La structuration de produits, après, est un problème, je dirais, de deuxième ordre. Et je terminerai sur un point qui me semble, pour avancer, c'est que là aussi, il y a un rapport très intéressant, c'est Natixis qui est sorti il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, sur la question de la finance, qui montre que la finance, à l'heure actuelle, n'est majoritairement plus structurée pour faire de l'allocation de l'épargne vers les entreprises. Elle est structurée pour évaluer le risque, mais le risque pour l'actionnaire, et notamment sur les actifs, pour évaluer, pour avoir une liquidité en fait dans l'échange des actions, pour faire de la valeur, pour estimer la valeur boursière, donc actionnariale des entreprises, et pour faire du financement d'État. Et donc, du coup, la finance n'est plus du tout alignée sur, notamment la finance d'entreprise, et n'est plus alignée sur son objet historique, qui est, encore une fois, d'apporter de l'argent aux entreprises. Donc, quand on parle de finance durable et de finance verte, à mon sens, il faudrait déjà revenir aux fondamentaux de la finance, c'est-à-dire de mettre de l'argent, que l'épargne puisse alimenter l'économie réelle, et ne pas rajouter en fait à cette finance qui n'est qu'une finance de risque et de liquidité d'action où l'argent ne circule plus dans les entreprises, et donc produire des produits qui au final on met un logo vert mais en fait ne participent qu'à quelque chose qui est en fait un échange entre actionnaires et qui ne rencontre même plus l'économie réelle. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça en fait. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rebondir par rapport à ce que M. Rambaud a dit? Yeah, maybe just a brief point from my side. I think Ms. Roux also indicated it. I mean, the green bond market is extremely small at the moment. I've looked it up this afternoon. It's about 0.2% of total outstanding bonds. So when we ask ourselves the question, are green bonds or green finance in general the way out of the COVID, we should realize that the majority of
of capital to date is not aligned with neither the biodiversity targets, nor the land degradation targets, nor the climate targets. And as Mr. Holroyd already indicated, it is an opportunity with or without the COVID-19 crisis. So I think it is also very much a question of mentality. Like, do we, as citizens, as businesses, as governments and international organizations, really want to make that switch? And to some extent, I think, given that the risk-adjusted return for green bonds is, as Mr. Nambu indicated, basically similar to normal conventional bonds, there's in principle no reason not to do it. The other benefit, I think, of bonds over equities is that you can target them quite specifically at sustainable land use or transport or otherwise, whereas with equities, you're, at least with listed equities, dependent on which companies are listed on stock exchanges, and that change, I think, will take a longer time. So again, from my perspective, I think for everyone who's on this call, it is important to realize it's an extremely small niche market, and again, as more debt will be issued by governments, by also businesses, it is important that we sort of hardwire this. And I would hope that the EU taxonomy, as Ms. Roux indicated, can be used as a yardstick to basically decide what is and isn't green. Because even the Climate Bonds Initiative has bonds that are certified by them, are aligned by them, or are not aligned by them. And I think this sort of different shades of green does not really help to give assurances to investors that the underlying or the money for the underlying asset is really leading to emission reductions, for example. So I think making it crystal clear what is sustainable and what isn't sustainable, like the European Commission is doing, is extremely important. Très bien, merci. Monsieur le député, oui, peut-être par rapport à ça, justement. Oui, moi, je veux juste réagir. Je partage entièrement ce qui vient d'être dit par M. Mulder. Je pense que je reviens un peu à l'idée de est-ce que les bonds verts ou de toute façon tout outil de financement vert est fondamentalement différent en fait d'un outil qui n'est pas financement vert. Je pense que cette réalité verra le jour où la tendance sera inversée, c'est-à-dire le jour où la finance verte sera l'écrasante majorité de la finance et qu'il restera une petite partie de la finance qui sera de la finance pas verte ou pas de transition. Et à ce moment-là, il y aura probablement des différences de capacité d'endettement et de prix de l'endettement et du coût de financement qui sera important. Mais on est très, 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 très loin de ce monde-là. Aujourd'hui, on est dans la cas de figure inversée. Et il est très clair que si on a 0,02 ou 0,2% de l'endettement des obligations qui sont émises, qui sont vertes, ça n'a pas d'impact sur les capacités de financement des 99,8% d'endettement d'obligations qui sont émises. Donc, il faut savoir qu'il faut qu'on encourage cette croissance pour que dans l'optique qu'un jour, elle ait un impact sur les conditions de risque de retour, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ça ne va pas être le cas pendant longtemps. Et qu'au fond, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif primordial du développement de cette classe d'actifs. Et je pense que là, il y a deux sujets qui reviennent un peu à la loi Pacte. Moi, je crois que la régulation a un rôle essentiel à jouer. Ça a été mentionné avec l'article 173, très, très clairement. Il faut aller beaucoup plus loin, mais la taxonomie est utile. Enfin, je pense que le législateur et après le régulateur a un rôle considérable à jouer. Et la finance verte, elle s'active beaucoup dans des marchés où les régulateurs se sont saisis de la question. Si je prends par exemple les Pays-Bas, qui sont très à l'avance sur ce sujet-là, c'est parce que la Banque centrale des Pays-Bas prend ça très au sérieux. Aujourd'hui, les pays qui sont le plus avancés sur la finance verte sont des pays où les banques centrales et les régulateurs avancent le plus rapidement sur le sujet. Il y a une corrélation assez claire entre les deux. Mais il y a deux choses fondamentales qui sont des prérequis. Il y a le fait qu'on ait des outils, et là je rejoins beaucoup ce que M. Rambaud disait, des outils qui répondent à deux critères essentiels. La crédibilité, pour qu'on ne puisse pas remettre en cause fondamentalement est-ce que c'est vert, pas vert, etc. Et la comparabilité, parce qu'il faut pouvoir comparer les choses, sinon ça n'a plus aucun sens. Il vaut mieux avoir d'ailleurs un outil qui est un petit peu moins crédible et un petit peu moins vert, mais au moins qui se compare, qu'un outil qui ne se compare pas entre différents outils. Parce que si on a tous des outils différents, là, ça ne sert plus du tout à rien. Et deuxième chose, si on veut amplifier le phénomène massivement, vous parliez par exemple des obligations qui sont mises dans la loi Pacte, ça, on pourrait aller plus loin, mais à une condition. Il faut qu'il y ait une profondeur de marché
C'est-à-dire qu'il y a une dimension du marché qui soit grande, parce que la taille de l'épargne privée, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande et beaucoup plus massive que tous les financements verts qu'on pourrait imaginer aujourd'hui et indiquer aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse croître cette pile-là pour pouvoir après indexer ou en tout cas encourager un mouvement de plus de financement d'épargne privée vers de la transition ou du vert. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette profondeur de marché. On peut le faire de façon, entre guillemets, relativement ambitieuse, mais sinon, on serait les artisans d'une bulle potentielle sur les produits verts qui serait catastrophique. Donc, il faut faire très attention au fait d'essayer de pousser en avant quelque chose qui n'est pas mûr, parce que là, il y aurait un risque de créer une crise, comme ça a été le cas d'ailleurs en Espagne à une époque, qui peut retarder de beaucoup, pour le coup, le financement de la transition écologique. Donc, il y a un équilibre à trouver entre progresser sur les outils et après inciter ou encourager ou pousser vis-à-vis de la réglementation la mobilisation du capital privé vers le financement. Ok, très bien. Et justement, par rapport à ça, quels pourraient être alors les outils qui pourraient remplacer, par exemple, l'indicateur de l'investissement social responsable, de manière à vérifier que l'ensemble en fait, de cette finance-là est bien soutenable, bien verte, ou du moins finance des projets qui sont à vocation verte. Si quelqu'un souhaite répondre à cette question. Je veux bien, j'allais réagir à ce que venait de dire le député Holroyd, mais je veux bien aussi répondre à ça. Je ne sais pas si la question, c'est de remplacer, parce que tout ça, ça donne des indicateurs qui sont utiles. Encore une fois, à mon avis, la question, on peut en parler, mais c'est aussi la question mais des labels. Et donc, je pense qu'il faut distinguer deux choses, en fait. C'est que là, quand on parle d'obligations vertes, on parle aussi beaucoup de financement et de fléchage de ces financements. Et quand on parle d'investissement responsable, et c'est ce que j'allais dire, il y a aussi toute la dimension investisseur. Et là, du coup, c'est ça qui englobe un peu toute la dimension de la finance durable, parce qu'il y a à la fois la question de financer des projets, d'avoir des outils de financement qui financent l'économie réelle et qui financent aussi les entreprises, ce qui est le cas des obligations. Mais quand on parle d'ISR, là, c'est vraiment les classes d'actifs qui existent déjà. Comment est-ce qu'on leur intègre un filtre, ce qu'on appelle ESG, donc environnement social de gouvernance, et comment on décide aussi de placer le curseur plus ou moins haut. Et ça rejoint en fait le point de ce que M. Holroyd disait sur la profondeur de marché. C'est-à-dire qu'en réalité, l'objectif de l'ISR, c'est en réalité, pour l'instant, ça reste une classe d'actifs fléchés qui se développe de plus en plus, mais en fait l'objectif, nous, que l'on pousse pour l'ISR, c'est en fait la norme, la base. En réalité, ce qu'il faudrait, c'est que ce filtre ESG soit appliqué sur l'ensemble des investissements, et qu'encore une fois, après, on puisse avoir ce qui existe déjà, mais des labels comme le label, par exemple, Greenfield actuellement, qui soient des labels plus thématiques, qui permettent de flécher les investissements sur des sujets plus précis, mais qu'on ait comme cette hygiène un peu de base du secteur financier, qu'il faille que, en réalité, ce filtre ESG soit appliqué partout. Et donc, du coup, ça nous ramène à ces deux questions qu'on a déjà évoquées, qui sont, on a parlé beaucoup de l'épargne, et quand M. Mulder, justement, rappelait à juste titre le chiffre tout petit encore de niche du marché des obligations vertes, à l'inverse, du côté de l'épargne, les derniers chiffres qui ont été publiés par les travaux de la Commission européenne montrent que 40% que l'épargne au niveau européen représente 40% des actifs qui sont gérés au total dans toute l'Europe. Donc on voit que là, il y a un levier d'action qui est extrêmement important, et de la même manière qu'on a bien réussi par exemple, à développer un label bio pour l'agriculture que maintenant tout le monde connaît. Et quand on l'a développé il y a plus de 20 ans, ça semblait extrêmement compliqué d'avoir un label de l'agriculture biologique qui soit commun à tous les pays de l'Union européenne. Et bien maintenant, ce petit logo qu'on reconnaît tous quand on va faire nos courses au supermarché, c'est le même qu'on soit en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Pologne. Donc ça, on considère que c'est un des leviers qui va permettre aussi de déclencher ce meilleur fléchage de l'épargne, et qu'on pourrait aussi avoir un label sur les produits financiers. Ça, c'est tout l'objet de l'écolabel, sur lequel on travaille de manière conjointe en ce moment au niveau européen. Mais encore une fois, il y a aussi ce besoin de l'autre côté, au-delà du levier que constitue l'épargne, de l'investissement.
Et donc, sur l'investissement de manière globale, c'est comment est-ce qu'on applique ce meilleur filtre aux investissements qui existent déjà, mais surtout aussi comment est-ce que, et c'est ça, je pense aussi le levier d'action, et c'est ce que nous, on a observé ces dernières années, comment aussi on a une meilleure prise en compte du risque que représentent les enjeux, notamment climatiques et environnementaux, pour les investisseurs. Parce qu'en réalité, le levier d'action, c'est pas juste de se dire, bon, il y a un besoin de financer la transition écologique. Tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit les citoyens, les politiques, les entreprises, tout le monde est prêt à aller dans cette direction-là, mais il y a tout un tas de choses à prendre en considération. Mais une autre des portes d'entrée qui permet en fait de faire bouger les choses beaucoup plus rapidement, c'est aussi la porte d'entrée par le risque. Et nous, c'est ce qu'on a quand même vu depuis la COP21. Le risque climatique est aujourd'hui considéré comme un risque financier. Et ça, tout de suite, vous dites ça à un financier, bah, ça lui parle beaucoup plus que comment trouver de nouveaux outils pour financer la transition énergétique. Si vous lui démontrez par A plus B qu'en fait, le risque sur la valeur de ses actifs à long terme peut être mis en péril par l'augmentation des catastrophes naturelles et des risques environnementaux, et donc actuellement aussi des risques sanitaires et donc des crises économiques à répétition, là, vous avez un effet de levier justement pour démultiplier cet impact, pas seulement sur la partie financement, mais aussi sur la partie d'investissement, qui sera beaucoup plus massif. Merci beaucoup, c'est très clair. Monsieur Rambaud, peut-être que vous pourriez rebondir sur ce qu'a dit Madame Roux concernant justement en fait, le fait de développer le côté attractivité au niveau des investisseurs. Alors, effectivement, c'est une très grosse question. Moi, mon point d'entrée, en fait, est, comme je le disais, par la question plus comptable, pour une raison qui est simple, c'est que la finance, historiquement, encore une fois, se structure à partir des questions de notation financière, hein, qui vont donc aider les investisseurs à faire des choix. Notation financière qui se base sur les analyses financières, et analyse financière qui se base sur justement l'étude de la comptabilité. C'est faire parler la comptabilité. Ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que l'extra-financier, en fait, donc on a un cœur économique qui fonctionne avec une base comptable qui est analysée avec des performances, et j'insiste sur le S de performance, qui ensuite va donner lieu à des notations financières, et après tout le jeu de la finance, en tout cas de la finance classique, qui est connectée à la finance d'entreprise. Ce qu'on constate, c'est que l'extra-financier est en train et se développe de façon un peu clivée, un peu déconnectée d'un cœur qui reste totalement un peu stable autour de ça, avec des analyses extra-financières, des notations extra-financières qui sont non normalisées, qui sont laissées souvent à l'appréciation d'un certain nombre de compagnies. Et du coup, d'ailleurs, on a pas mal de témoignages d'analystes financiers qui, même en étant impliqués, disent, bon, on fait notre analyse financière, voilà, classique, et puis après, on va essayer de discuter avec des collègues, et puis on fait quelque chose d'autre. Voilà. Puis libre à l'investisseur de l'utiliser, mais on ne sait pas comment faire quelque chose d'intégratif véritablement. Donc à partir de là, si, à mon sens, on veut vraiment arriver à développer une finance totalement intégrée, il faut arriver à restructurer en fait ce cœur économique, ce cœur de fonctionnement, et donc de dire que la finance devrait reposer sur des notations intégrées, qui devraient reposer sur des analyses intégrées, qui devraient reposer sur une comptabilité intégrée. Et alors, du coup, ça amène un autre levier d'action qui est que, quand je disais dans l'analyse financière, il y a un pluriel sur les performances, c'est que tout investisseur sait que, en tout cas tout investisseur classique, c'est qu'il n'y a pas que la rentabilité à regarder. Vous avez des performances en termes de profitabilité et vous avez des performances en termes de solvabilité. Vous n'investissez pas dans une entreprise qui a des bons ratios de rentabilité mais qui n'est pas solvable. Ça, c'est une ligne de base, en tout cas, si vous ne voulez pas couler avec l'entreprise. Et alors, quand on passe à l'extra-financier, là encore, on va très rapidement sur la question de la rentabilité et on passe à côté de l'enjeu de toutes les autres performances. Et donc, j'aurais tendance à dire, si on veut remettre les choses un peu dans l'ordre, la première de toutes les performances, ce serait en fait une extension de la solvabilité financière, c'est-à-dire une solvabilité environnementale et une solvabilité sociale. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise dans laquelle on va investir, au final,
n'est pas en train, sous la forme de profit, en fait, de passer une gigantesque dette environnementale et sociale, et donc d'avoir des façons d'évaluer cette dette et de faire donc des calculs de ratios d'endettement naturel et des sortes de stress tests, comme on fait sur des ratios de solvabilité classiques, qui permettent de dire, bon, cette entreprise, hein, apparemment, elle affiche une bonne rentabilité, ou votre produit affiche une bonne rentabilité, mais derrière, la solvabilité, elle est catastrophique. Et donc, d'avoir une analyse beaucoup plus fine en termes de performance au pluriel, qui permettrait voilà, de renouer avec ce que tout analyste, investisseur, etc., normalement, classiquement, a l'habitude de faire. Et donc, voilà, de partir sur ce genre de raisonnement. Et du coup, comme je le disais, ça permet aussi de voir, et ça reconnecte avec ce que je disais sur les obligations vertes et le problème du rendement par rapport à une obligation normale, c'est qu'il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de quelle est la part du profit, quelle est la part de dette. C'est-à-dire que si on dit, bon, on est capable d'assurer toujours des performances financières à un certain niveau, est-ce qu'en fait, il n'y a pas un bout de cette performance qui est tout simplement une dette dissimulée et qu'on n'est pas en train de créer des bulles à terme? Et c'est un peu ça aussi la question de la durabilité, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une économie et une finance qui, sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas les outils pour le mesurer, enfin en tout cas, on n'a pas les bonnes bases, n'est pas en train de créer en fait des gigantesques dettes, notamment une dette climatique, et que c'est ça en fait le vrai enjeu et qu'il faudrait arriver à faire passer aux investisseurs. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Holroyd, peut-être je vous laisse la parole de manière à dire ce que Monsieur Rambaud a dit justement par rapport au fait que vous devez nous quitter dans quelques minutes. Et finalement, je laisserai après la parole à Madame Roux qui doit aussi également nous quitter si je ne m'abuse. Merci beaucoup. Mais moi, ce que j'ai dit avant, qu'il nous faut des outils, je pense que c'est le cas, et de la comparabilité dans le cas des obligations, c'est encore beaucoup plus le cas dans le domaine des fonds de la notation ESG, etc. Parce que aujourd'hui, force est de constater que il y a une diversité de méthodes d'analyse de ce que ça veut dire l'ESG, l'ISR, etc., qui est au-delà de prodigieuse et qui, quelquefois, est foncièrement contradictoire. D'ailleurs, parfois pour des raisons intellectuellement valides. Si vous créez des notes en comparaison, par exemple, à vos concurrents immédiats dans votre pays, votre note potentiellement sort de façon très différente que si vous le faites par rapport à l'ensemble du secteur dans le monde. Enfin, pour des raisons très, très différentes, vous pouvez avoir une même boîte qui sort et avec un jugement qui est porté sur la contribution environnementale, sociale ou de responsabilité de gouvernance, en gros, de la boîte, qui est très, très différente selon les modalités. Et ça, c'est un vrai problème parce que même si on a 15 modalités qui tournent intellectuellement, si on utilise ces 15 modalités pour comparer les choses, si elles sont toutes différentes, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, je partage entièrement ce que M. Rambaud disait, en faisant référence d'ailleurs au rapport de Patrick de Cambourg, mais qu'il faut vraiment développer ce côté analytique et ce côté comptabilité, parce que c'est de là qu'en fait viendra la finance verte et se développera la finance verte. À défaut de cette comptabilité beaucoup plus précise, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et j'ajouterais que je pense que dans cette comptabilité, il y a aussi un problème. Quand on essaye de mettre trop de critères différents sur des choses qui sont toutes importantes, on augmente proportionnellement les chances qu'elles soient de moins en moins comparables au fur et à mesure où on ajoute des critères supplémentaires. Donc, moi, je crois qu'il y a des éléments sur lesquels, aujourd'hui, on devrait arriver, dans l'état de nos connaissances, à des définitions communes. Je pense qu'aujourd'hui, les émissions de CO2, je pense qu'on devrait arriver à définir ce que c'est qu'une émission de CO2 pour une entreprise et à le définir de façon réglementaire pour que tout le monde ait les mêmes règles. Ça, je pense que c'est très clair. Il y en a des autres qui sont beaucoup plus compliqués. Il y a des indicateurs sociaux où je pense qu'on n'est pas exactement là. Sur la biodiversité, je pense que c'est essentiel qu'on travaille pour y arriver. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on en est là. Mais je pense que graduellement, il va falloir qu'on se mette d'accord sur des définitions très précises de certains des indicateurs et qu'on fasse attention à l'amalgame trop général de trop d'indicateurs différents pour pondre à la fin une note
qui ne reflètent au final plus grand-chose, ni dans le regard du public, ni dans le regard de l'analyste financier, parce que la réalité, c'est que les analystes financiers, ils ne regardent pas le détail de comment ça a été fait, et qui ne reflètent pas en fait une réalité pour quiconque, à part une utilité purement marchande. Donc, je pense que il y a un sujet très intéressant et ce sujet va être essentiel pour réorienter l'épargne, mais il y a un véritable besoin d'une comptabilité beaucoup plus rapprochée sur certains dossiers. Et aujourd'hui, sur le climat en particulier, vu que c'est une priorité tout de même absolue, à la fois politique, mais aussi sociétale en ce moment. Et sur ce, moi, malheureusement, je vais devoir vous quitter, mais je veux vous remercier infiniment de cet échange sur ce sujet passionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, hein, mais, et je suis désolé de ne pas pouvoir me joindre à vous pour le jeu de questions-réponses. J'aurais beaucoup aimé entendre les avis de chacun sur la question. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à vous pour votre intervention et surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Madame Roux, si je peux me permettre, du coup, par rapport à ce que nous a dit monsieur le député, nous avons parlé notamment de l'indicateur de la biodiversité qui n'était pas encore développé. Pensez-vous que c'est aussi en grande partie un des indicateurs qui devrait être développé pour faire partie de cet ensemble de finances vertes et de comptabilité verte? Est-ce que la biodiversité n'est pas autant importante que le CO2, par exemple? Complètement, complètement. Alors en plus, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un indicateur qui a été, parce qu'il y a déjà des indicateurs. En réalité, les acteurs financiers développent pour beaucoup déjà des méthodologies et des outils en interne parce que s'ils veulent pouvoir basculer, transformer de l'intérieur leur stratégie, ils ont eux-mêmes déjà besoin d'avoir des indicateurs et ils travaillent du coup avec un certain nombre que ce soit de cabinets de conseil spécialisés ou d'acteurs qui peuvent fournir ces outils ou ces méthodologies. Mais effectivement, comme le disait Monsieur Elrod, le risque ensuite, c'est la multiplication des indicateurs et qu'au final, on puisse aussi la comparabilité. Là, on en revient aussi aux données comptables parce que si on a des indicateurs, que chacun définit une batterie d'indicateurs, mais que ces données, au final, ne sont plus lisibles, compréhensibles, alors oui, par le grand public, c'est sûr, mais ne serait-ce que par les analystes financiers, les investisseurs, les directions juridiques, financières, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, pour revenir à votre point sur la biodiversité, oui, nous, depuis le lancement Finance for Tomorrow, là, on a 3 ans pile au mois de juin. Et depuis le lancement de Finance for Tomorrow, même si le point de départ, ça a bien été l'accord de Paris et la COP 21, et qu'on voit que les enjeux climatiques et environnementaux ont un peu on va dire, permis de dynamiser et d'embarquer un peu l'engagement, notamment au niveau des acteurs de Paris, et puis sur tout ce qui est aussi la sortie du charbon, la décarbonation des portefeuilles. Nous, dès le départ, on a vraiment intégré l'enjeu biodiversité, capital naturel dans les questions qui sont traitées, et justement essayer de démontrer que la biodiversité en tant que telle doit être considérée comme une classe d'actifs dans laquelle on peut investir et dans laquelle il y a aussi des opportunités, et que la préservation des sols, la préservation de la biodiversité, ce n'est pas incompatible avec les besoins et les enjeux de développement, d'opportunités aussi du secteur financier. Ça peut permettre aussi de soutenir des initiatives locales, de développer des projets très, très concrets sur, par exemple, l'agroécologie. Donc, on voit, et puis, in fine, derrière, de soutenir en plus des projets à fort impact. Et surtout, ce que l'on voit aussi, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'au-delà de ces opportunités-là, on voit aussi le risque, parce que la perte de la biodiversité à grande échelle, ça peut aussi faire peser des risques, bien entendu, qui sont climatiques, parce que le lien entre biodiversité et enjeux climatiques et environnementaux est important. Ça peut aussi faire peser des biens, et on le voit de plus en plus, sur la sécurité alimentaire. Et puis, même actuellement, en réalité, sur aussi des crises comme celle que l'on traverse, parce que si on observe d'assez près, il y a beaucoup de papiers qui ont été publiés qui démontrent qu'en fait, la crise du Covid, qui est une crise sanitaire, en réalité, il y a aussi un lien sur le fait d'amener de plus en plus d'espèces en zone périurbaine, d'avoir du lien entre de la faune végétale ou animale, surtout animale, qui se retrouve aussi au contact de l'homme et qui ne devrait pas l'être
de manière aussi proche. Et donc, du coup, ça crée des épidémies ensuite comme celles que nous sommes en train de vivre qui deviennent incontrôlables. Et après, derrière, ça crée des crises économiques. Et donc, on voit ensuite toute la cascade. Et donc, en réalité, on voit bien qu'au début de la chaîne, la question de la biodiversité est une question vraiment importante. Et puis, peut-être que je pourrais terminer là-dessus. Mais je pense que c'est aussi un point important sur la mobilisation internationale parce qu'on a beaucoup parlé justement de la COP21, du climat. Cette année, c'est dommage, mais on compte bien que pour 2021, le message puisse être passé. C'était censé être la super année de la biodiversité, avec un gros rôle pour la France, mais aussi au niveau international, parce qu'on en parle peu, mais quand même, les grands médias commencent à s'y intéresser, et c'est encore une fois dommage. On avait 2 grands rendez-vous, un qui s'appelle l'IUCN, qui est en gros la convention de tous les scientifiques sur la biodiversité, qui devait se tenir à Marseille au mois de juin et qui était extrêmement attendu. Et puis, juste avant la COP26 à Glasgow sur le climat, il y avait la COP15 au mois d'octobre sur la biodiversité qui devait aussi se tenir en Chine et qui avait vraiment l'agenda qui était celui pour nous de la COP21 en 2015, vraiment de définir des engagements, des recommandations au niveau international sur la question de la biodiversité pour bien justement que tout le monde ait en tête que le climat c'est essentiel, mais la biodiversité, la perte de la biodiversité, la protection de la biodiversité, ça l'est tout autant. Donc voilà, en tout cas sur ces questions-là, tout ça pour dire que nous on espère, et puis de toute façon ces événements sont reportés pour 2021 et ça ne bloque en rien la mobilisation qui est celle des acteurs. Nous, on continue aussi à travailler là-dessus, à publier tout un tas de contenus. Je vous invite à aller voir aussi si vous voulez en savoir plus sur notre site internet. On a beaucoup de publications sur le sujet. Et donc, effectivement, il est évident qu'on ne peut pas parler de finances vertes et de finances durables en ne parlant pas de biodiversité, de la même manière qu'on ne peut pas parler uniquement que des enjeux environnementaux sans parler des enjeux sociaux qui sont liés derrière. C'est très bien, merci beaucoup. Et je vous remercie pour l'ensemble de vos interventions, pour ce débat, également la disponibilité. Et du coup, je suis désolée, moi aussi, en fait, Merci. j'avais effectivement une contrainte aussi qui m'oblige à partir, mais en tout cas, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Et puis surtout parce que nous, on le fait aussi parfois sur nos webinaires, on ne peut pas prendre toutes les questions. Si malheureusement, il y avait des questions qui m'étaient destinées auxquelles je ne peux pas répondre, n'hésitez pas à me les transmettre. J'y répondrai par la suite avec plaisir. C'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt. À bientôt. Maybe for me to just add to what Ms. Roux indicated, I think there was an interesting study that was released last week by the Dutch Central Bank, which had looked at basically all the Dutch financial sector and the degree to which the Dutch financial sector is at risk from biodiversity loss. They looked at 1.4 trillion in loans, equities that's been issued, and basically 1/3 is at risk from biodiversity loss, which basically shows that this is a systemic risk. I do have actually a little baby behind, so people do have to enjoy a bit of background noise. No, but just to say that, as Madame Roux was indicating, I think it is not just about climate change as a risk. It is about looking at land degradation. It is about looking at biodiversity risk in a holistic manner. As Mr. Holroyd was saying, that shouldn't mean that we should sort of let go of our standard risk management practices. So it is trying to sort of find a way of going as fast as we can, while also recognizing that we're starting basically from a very low base. I do have a hope that if politicians, businesses, and citizens collectively see this as a key priority, that we have enough human ingenuity to basically deal with this. Ouais, on espère en tout cas. Monsieur Rambaud, peut-être souhaitez-vous intervenir par rapport à ce qu'a dit Monsieur Mulder, ou sinon on passe aux questions? Non, c'est juste pour confirmer qu'effectivement les enjeux de biodiversité sont essentiels et d'ailleurs, bon, comme il a été rappelé, ça devait être la grande année de la biodiversité en France et c'est reporté, voilà.
et que juste un commentaire, je pense, qui est important que ce soit sur les enjeux climatiques de biodiversité, parce que était rappelé le problème de la multiplication aussi des indicateurs, c'est de veiller à avoir des réflexions en stock et non pas en flux. C'est-à-dire que la question, c'est la question fondamentale derrière, qui est la question de la durabilité, c'est qu'il y a des choses en fait, qui sont en train d'être dégradées et qu'il faut préserver. Et donc, que les indicateurs, ça ne sert à rien d'avoir des grands indicateurs avec plein de flux si derrière, on n'arrive pas à avoir l'évaluation de l'impact réel sur ces stocks qui sont en train d'être dégradés. Pour le dire autrement, sur le climat, si à un moment donné, on n'a pas une réflexion en termes de budget carbone qui permette de savoir exactement où on en est sur un suivi d'une trajectoire de degrés, en fait, les simples efforts de diminution des émissions ne suffisent pas, en fait, si ce n'est pas rattaché à une vision en termes de budget carbone. Même chose sur la biodiversité. Si on a une réflexion qu'en termes de flux, donc de ces impacts, sans savoir exactement précisément ce que ça veut dire préserver un stock de biodiversité, en fait, on a beaucoup de résultats dans ce sens-là en écologie qui montrent qu'une réflexion en flux n'est pas capable de préserver en fait des stocks. Il faut avoir des indicateurs de stock et que les indicateurs soient orientés vers les suivis de stock. Très bien, merci beaucoup. Donc du coup, pour résumer, globalement, la finance verte, c'est à l'heure actuelle qu'une toute petite partie de ce qu'on peut faire pour pour développer la transition écologique. Certains indicateurs sont déjà mis en place, mais il faudrait les développer, notamment au travers de la comptabilité, et prendre en considération un ensemble d'indicateurs, mais qui seraient communs à toute l'Europe et qui définiraient réellement les impacts qu'auraient en fait ces financements-là sur l'écologie. Est-ce que ce serait globalement bien résumé le débat, ou vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ça avant que l'on passe aux questions? C'est une question pour moi ou Après, j'aurai des questions, oui. Ah oui, d'accord. Ok, donc du coup, on va passer à une première question qui nous est posée par Maria. À part les instruments financiers déjà annoncés par l'Union européenne, peut-il y avoir d'autres financements destinés au soutien des économies vertes, d'après vous? Celui qui souhaite répondre à la question, bien évidemment. Maybe just very briefly from my side. I mean, I think everybody online has heard about the EU Green Deal, which is announced. More recently, the EU also announced a biodiversity strategy to basically place 30% of all land area in the EU under some form of protection, and the EU Farm to Fork strategy, which is basically meant to make sure that whatever Europeans eat, whether it comes from within the European Union or whether it's imported from other countries, has not led to deforestation, has not been produced with too many pesticides, etc. What that requires for the European Union is obviously to change what they call the Common Agricultural Policy, or CAP, and to provide incentives, including through blended finances, Ms. Roux indicated, to basically provide a carrot to those banks and companies who are willing to basically make that happen. And just a small point on what you mentioned before, I also do believe, and this is what UNEP is doing as well, that we should not have a great diversity of different indicators. And one of the things that my program within UNEP is working on for sustainable land use, which is one subset of, say, the climate challenge that we're facing, is to make sure that we have a limited number of indicators that we can standardize and that businesses, financiers, and governments can agree on. And that is something that I'm working on a daily basis. Ok, très bien. Merci beaucoup. Monsieur Rambaud, peut-être vous pourriez... Oui, si vous bah, souhaitez, ouais. en fait, c'est-à-dire qu'il y a des... Effectivement, enfin, je ne reviens pas sur ce qui vient d'être dit, mais parce que derrière, il y a énormément des initiatives, en fait, des initiatives plus ou moins locales, plus ou moins privées, qui vont dans ce sens-là. Il faut quand même le rappeler, c'est qu'il y a, par exemple, je pense notamment à toutes les initiatives en monnaie complémentaire qui permettent d'avoir des vrais investissements locaux dans de l'agriculture responsable, dans des projets qui sont compatibles avec les trajectoires de degrés.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives alternatives qui ne passent pas par les grands systèmes d'investissement, mais qui sont très intéressantes à suivre et qui permettent en plus de revitaliser des territoires. Donc voilà, il faut aussi voir qu'il n'y a pas, c'est absolument essentiel qu'il y ait des stratégies globales européennes, et ça, c'est vraiment fondamental, et même international. Derrière, il y a aussi des initiatives qui sont plus locales, qui sont aussi très intéressantes. Et bon, on ne parle pas assez de la question des monnaies complémentaires et de tout ce que l'on peut faire sur la question de la création de la monnaie, mais il y a aussi des leviers d'action intéressants et importants. On pourrait même envisager que des projets au local pourraient se développer à échelle nationale, voire européenne, si ceux-ci sont bien menés et correspondent aux attentes en fait, de l'ensemble des pays. Alors potentiellement oui. Alors après le développement, oui. Alors si c'est par contre sur des financements qui viennent de monnaie locale, hein, bon, le but n'est pas justement d'étendre, mais par contre d'avoir une structuration. Par exemple, en Île-de-France, il y avait commencé à y avoir une structuration en fait de monnaie organisée qui était spécifique à l'économie sociale et solidaire, de façon à faire émerger les initiatives, et qu'une fois que c'était suffisamment mature, que ça repasse dans le circuit normal. Donc il y avait une organisation, enfin il y a une organisation qui est passée, ça existe toujours, mais qui est à mon sens pas assez mobilisée. Donc on pourrait avoir des réflexions aussi là-dessus à une échelle plus grande, en fait, d'organiser, de différencier des initiatives par aussi des monnaies complémentaires, par exemple. Tout à fait. Une autre question qui nous vient de Fanny. Comment rendre attractif le placement d'épargne verte auprès des épargnants privés? Donc on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous auriez des outils qui feraient que l'ensemble de l'épargne privée à l'heure actuelle, qui correspond à une grosse partie en fait, des placements qui sont effectués, peuvent être entièrement mis sur les projets verts? Comment on pourrait arriver à ça? Comment faire? Ouais, c'est pas une question facile à répondre. I mean, I'm Dutch, so I come from the Netherlands, and I used to work for an organization where the government basically was giving a tax incentive for individuals who wanted to put their savings in, say, a sustainable private placement, basically. So the investment return on the savings was not very high. It was commensurate with LIBOR, basically. But at the end of the year, those people that were putting it in a specific savings account could get a tax return on the money that basically was invested. So they got a 1 or 2% interest saving, which is obviously a loss for the government and a gain for the private individual. But that is one way how this could be stimulated. I think another way would be to, I think, increase the degree of awareness about how our basic money is being used. To be very honest, I would not like my bank, which is UBS in this case, given that I live in Switzerland, to invest most of my credit and savings account into companies that are not commensurate with my values, including oil and gas, coal, etc. So it would be great if people who have money and can put it in a savings account or checking account have more say over how that money is being lent out or invested by companies. And at the moment, there is no transparency whatsoever. I think no one on this call, including yourself, Estelle, or Monsieur Ramboul, know how our savings accounts are being used by the banks that are managing it. Et justement, par rapport à ce que vous dites, est-ce que ce ne serait pas déplacer le problème de faire payer l'État pour en fait, les épargnants qui ont épargné dans des endroits, dans des épargnes un peu plus soutenables, entre guillemets? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez le... Il n'y a pas de problème.
vous avez dit que donc dans votre cas, à la fin de l'épargne, lorsqu'on mettait son argent dans une épargne solidaire, on récupérait une partie de l'argent en fait en taux d'intérêt supplémentaire qui était directement versé par l'État. Est-ce que c'est pas déplacer le problème de demander à l'État de verser de l'argent au privé pour qu'ils mettent leur argent dans des projets solidaires? If I understand your question correctly, whether it's an issue, I think in the end the Dutch government stopped with this construction because it was losing too much money, basically as a result of it. So it was almost too successful, and too many people were basically making use of it, which shows that ultimately what you want to work towards is a situation where the government doesn't have to provide these kinds of incentives simply because the pricing of unsustainable practices linked to deforestation or high emission energy infrastructure is simply becoming more expensive for investors or savers to put money into. So it's, yeah, it's not a sustainable long-term financial solution. Yeah. Merci. Monsieur Rambaud, j'ai une question pour vous de la part de Sylvain. Il nous dit que donc, on voit depuis quelque temps la multiplication des initiatives et instruments basés sur le calcul intérieur. N'est-il pas une manière d'extraire, n'est-ce pas une manière de s'extraire, excusez-moi, du calcul extérieur plus important pour lutter contre la crise écologique, et comment mettre en place des instruments qui prennent en compte à la fois des dimensions extérieures et intérieures? Oui, alors effectivement, alors c'est un lien, si je comprends bien, avec la différence, ce qu'on appelle la vision extérieur-intérieur versus intérieur-extérieur, ou outside-in versus inside-out. Donc la vision outside-in, c'est de dire que la prise en compte par l'organisation, par l'entreprise, c'est les impacts positifs et négatifs de l'environnement au sens large, économique, social et naturel, sur l'organisation. Donc les impacts positifs, c'est les opportunités, les business opportunities, et les impacts négatifs, c'est les business risks. La notion de business risk étant entièrement forgée, quand on parle de business risk, c'est des impacts de l'environnement sur le modèle d'affaires, sur les cash flows futurs. Donc la vision inside out, c'est l'inverse. En fait, on décentre, on n'est plus du point de vue de l'entreprise, et on dit quels sont les impacts de l'activité de l'entreprise, du modèle d'affaires sur l'extérieur, impacts positifs éventuellement et négatifs. La quasi-totalité, effectivement, de toute la réflexion, il mentionnait le TCFD, alors là, c'est explicite, TCFD, c'est uniquement en outside-in. Tout ce qui est integrated reporting, tout ce qui est la quasi-totalité des débats, en fait, actuellement, sont en outside-in. Et effectivement, ça pose un problème très, très important, c'est un problème de fond, puisque, par exemple, le problème du réchauffement climatique n'est pas dans son terme. Le problème de est-ce que le réchauffement climatique pose un problème à l'organisation, c'est l'inverse, c'est les activités humaines qui posent un problème en fait du point de vue du réchauffement climatique. Et ça, c'est quelque chose qui passe effectivement en dessous des radars massivement. Et il ne faut pas croire qu'il y a une équivalence. On a énormément de résultats en termes de modèles et en termes de travaux qui prouvent qu'une gestion basée uniquement sur une vision outside-in n'est pas durable en fait. Ce n'est pas une gestion durable. Je peux citer par exemple des travaux comme les travaux de Nordhaus, qui malheureusement a eu un prix Nobel en 2018, qui simplement, à partir de cette vision de gestion analyse coût-bénéfice sur une vision outside-in, est capable de déclarer sans broncher que le réchauffement climatique optimal est à 3,5 degrés. Donc ça, effectivement, ça pose un énorme problème. Et donc, c'est le retournement vers une vision inside-out qui est absolument nécessaire. Et dans ce cas-là, va se poser une question qui est en lien avec ce qui a été abordé avant, c'est que quasi obligatoirement, les taux de rendement vont être plus bas. Et dans ce cas-là, il va y avoir un travail, je reviens sur par exemple les enjeux de solvabilité, c'est-à-dire mettre en avant d'autres performances, dire vous avez une rentabilité moindre, mais vous avez une solvabilité qui augmente, et donc avoir un travail aussi de discussion avec les investisseurs en expliquant que, par exemple, c'est des vieux débats, mais quand une entreprise, par exemple, on lui demande un return on equity de 15%, ce n'est pas soutenable. Pendant presque 200 ans, on était à 5% de return on equity et on était déjà content. À partir des années 80, on a dit que la barre était à 15% de façon totalement virtuelle.
c'est un ancien président de la Banque mondiale, enfin, un ancien vice-président européen de la Banque mondiale qui a expliqué que les 15%, en fait, c'est de la mise sous stéroïde de l'économie et ce n'est pas soutenable. Donc, il y a un moment donné, il faut expliquer qu'on est sur des taux de rendement qui sont anormalement hauts et qui ne sont, on peut pas durer, c'est pas durable. Donc, il y a un travail en fait de l'investisseur aussi, enfin des fonds et de tous les acteurs pour expliquer ça. Et pour le faire, il faut en fait une analyse beaucoup plus fine en termes de performance. Si on n'est pas capable de montrer au regard de la performance le niveau de dette qui s'accumule, évidemment, ça va être difficile de dialoguer. Mais encore une fois, c'est un problème donc d'analyse beaucoup plus fine de la performance qui doit être faite. Ok. Et nous ne pouvons pas rebondir en envisageant même de parler de décroissance, en se disant qu'elle devient relativement nécessaire de manière à arriver vers une transition écologique plus forte, voire une sobriété carbone et une sobriété énergétique. Bah, la question, en fait, hein, évidemment, c'est une question qui est très complexe, parce que même la définition de la croissance et de la décroissance, c'est très complexe. Parce que si c'est simplement indexé sur le PIB, dire une décroissance, c'est simplement le fait qu'on va avoir une décroissance du PIB. Bon, en fait, hein, de fait, c'est quelque chose qui est en soi, enfin, qui n'est pas si problématique que ça, puisque le PIB est un très mauvais indicateur. Actuellement, simplement, si on fait des corrections pour aller sur ce qu'on appelle l'indicateur de progrès véritable, qui là aussi est très critiquable, mais l'indicateur de progrès véritable, depuis les années 70, c'est stable, voire en légère décroissance. Donc déjà, quand on fait certains correctifs, encore une fois, méthodologiquement, ça pose des problèmes, mais on est de fait déjà dans une relative décroissance. Quand on corrige de tous les coups qu'on devrait passer pour récupérer les problèmes constatés, il y a déjà des problèmes. Donc, c'est pour ça que voilà, tout dépend de ce qu'on appelle décroissance ou croissance. L'idée, par contre, et c'est ça que j'expliquais, de dire qu'on peut faire en sorte de maintenir un taux d'intérêt sur les marchés à 15%, enfin déjà un return on equity, et puis après avec la correction sur le risque sur les marchés, donc à des niveaux aussi hauts. Par contre, ça c'est quelque chose qui est irréaliste en fait. C'est ça. Alors après, savoir à quoi ça amène, bon, je ne sais pas si on peut utiliser, enfin, les termes, encore une fois, de croissance et décroissance sont à définir de façon scrupuleuse pour savoir exactement ce qu'il y a derrière. Et c'est surtout ça le problème, d'avoir cette vision systématique, de dire on va être sur des RE à 15% ou des taux de rendement qui sont anormalement hauts. Ok, donc le problème de décroissance est plus un problème d'indicateur que d'un problème de la décroissance en elle-même, quoi. Oui, de toute façon, on croit ou on décroît par rapport à la façon dont on mesure ce qu'on a mesuré, parce que même, en fait, on peut être en croissance d'indicateurs liés à un épanouissement qu'on peut intégrer comme étant la mesure de l'économie. Et dans ce cas-là, voilà, c'est juste un problème de terminologie et de savoir exactement de quoi on parle quand on parle de croissance et de décroissance. Très bien, merci. Une dernière question de Ali, qui avait une question donc, sur la COP26 qui a eu lieu au Royaume-Uni en 2021. Il y aura toute la première réévaluation post-Covid-21 avec des engagements de chaque État et avec un bilan des actions impliquées. À votre avis, quels seront les manquements principaux au niveau global? Donc là, on n'est plus généralement pas sur la finance, mais généralement sur la transition écologique, majoritairement. Yeah, I think to answer that question, I think the main challenge is that most countries have stated their climate objectives through nationally determined contributions. Initially, INDCs, now NDCs. The issue, as far as I know, and there are other colleagues in GitHub working on this, is that there is no uniform standard by which those NDCs need to be defined. So every country basically can submit to the climate convention what climate targets they are putting forward, both conditional and unconditional targets. But the measure by which these are assessed is not fully defined. So I think this is a major issue, which I'm sure will come to the fore when the assessment against
well, the last 5 years since COP21 will be reflected. Perhaps that Mr. Rambaud knows more about it. I know that other colleagues in UNEP are working on it, but to my knowledge, the main problem is the fact that different countries are using different yardsticks when determining their climate objectives, different base years or different ways through which they are calculating their conditional and unconditional targets, which makes it very difficult to compare the results that countries are meeting. If you look at China, for example, it is assessing the climate targets against economic intensity, for example, whereas other countries are putting absolute targets. So, and that obviously is very difficult to compare. Monsieur Rambaud, si je vous laisse en Oui, parler, si vous le souhaitez également. Ouais. d'accord. Hein, là, il y a des problèmes dans les métriques, ce qui a été dit juste à la fin, justement, faire des calculs d'intensité carbone sur donc, on appelle les calculs des coefficients, hein, des ratios entre des émissions et un indicateur genre valeur ajoutée ou, enfin, là je parle des entreprises, mais PIB ou n'importe quel ratio économique. C'est ce qu'on appelle de la soutenabilité faible, c'est-à-dire qu'on autorise des substitutions entre capitaux naturels et là, donc climat et capitaux financiers. Et effectivement, quand on ne fait pas attention, on va très rapidement avoir des confusions dans les types d'approches faites. Et comme je le disais, et qui a été rappelé aussi, c'est que à un moment donné, si on n'est pas sur une évaluation en stock, de toute façon, on va pas avoir de comparabilité. Donc oui, ça c'est un problème de fond. Donc, avant de penser aux cibles en fait, de chaque pays, il faudrait envisager à ce que chaque pays ait la même cible plutôt, dans l'idée. Oui, il faudra des métriques effectivement comparables. Et on revient sur les systèmes comptables et que. Oui. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose avant de conclure ce débat? Non, merci. De mon côté, c'était vraiment intéressant. Excusez-moi que la plupart de mes interventions étaient en anglais et pas en français. C'était assez difficile pour moi de changer entre les langues, mais c'était vraiment un grand plaisir de partager. Et merci encore pour l'invitation. Merci à vous. Avant de conclure ce DiploLab, j'aimerais demander à tous les participants, s'il vous plaît, d'activer la caméra de manière à faire une capture d'écran générale que l'on postera sur les réseaux sociaux. Voilà. J'attends encore quelques secondes pour que tout le monde se connecte. Ok, très bien. Donc, du coup, en attendant, je me permets de vous remercier pour vos interventions, votre disponibilité et d'avoir été tout au long de ces débats très, très convaincants et très clairs, notamment. Donc, merci à tous. Merci Estelle aussi pour la très belle modératrice. Merci. Oui, vraiment, merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence. Je vous invite tous à me faire un joli sourire et je vais faire la capture d'écran. 3, 2, 1. Merci beaucoup à tout le monde et merci à nos participants et à nos panélistes et merci à toi Estelle d'avoir modéré ce débat. Et merci à vous.